Salut à tous, bienvenue pour ce 11e podcast Yam Nutrition. Salut Chris. Salut Anthony. Alors, on y va pour des nouvelles questions cette semaine. Je te laisse commencer. Ouais, ça marche. Alors, une question de Benoît qui nous pose la question suivante. Chose qui arrive assez souvent. En fait, il travaille en 3-8, donc il fait des horaires tout le temps décalés chaque semaine. Il dit comment s'entraîner, comment manger et se reposer quand on travaille en 3 fois 8 heures. Bonne question. Alors, en plus, ça va m'intéresser d'entendre ta méthode, puisque moi, je Ouais, suis souvent confronté avec des clients, donc j'applique. Donc, je vais expliquer comment je fais, ça m'intéressera d'avoir ton avis. Donc, quand c'est comme ça, pour pas trop se compliquer et que ça devienne stressant, etc., au niveau de la diète, déjà, je vais concevoir une diète qui part du principe que s'il y a 4 repas, le premier repas est toujours au lever, le quatrième est toujours au coucher et que en fonction, la personne va agencer le repas en fonction de ses horaires, en s'enlevant de la tête qu'il faut manger absolument toutes les 3 heures, qu'il faut manger absolument un petit déjeuner, etc., etc. Voilà, avec la possibilité de faire une variante et de diviser, de partir sur 4 repas, mais avec des repas qu'on peut diviser en deux, parce que s'il y a des longues, parfois quand c'est comme ça, quand on fait le changement de cycle, on a parfois une longue période de, je sais pas, 16 heures, voilà, sans pouvoir se reposer, sans coupure donc entre la diète, donc avec la possibilité de faire sur plusieurs repas. Concernant l'entraînement, bah après, là, il n'y a pas vraiment de secret. Je dirais que c'est juste aller s'entraîner au moment où on peut déjà et aller s'entraîner quand on a le plus de temps, entre guillemets, et d'énergie. Donc ça, après, c'est à la personne de gérer en n'hésitant pas, bien sûr, parce que voilà, c'est très fatigant de faire du 3-8 comme ça. On n'a jamais le temps de vraiment s'adapter en vivant comme ça. Donc, en n'hésitant pas à prendre un repos lorsque ça ne va pas et on est crevé. Il faut adapter l'intensité. Voilà, à toi. super, super. Donc, super intéressant ce que tu as dit, notamment au premier dernier repas. Donc ça, c'est un truc, c'est un bon repère. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que par exemple, quand c'est une personne qui va entamer un cycle de nuit, par exemple, Mhm. évidemment, là, il va passer une journée de folie parce qu'il va se lever le matin, par exemple, à 8 heures et il va se coucher le lendemain peut-être à 6 heures ou à 7 heures du mat. Donc, il va passer quasiment 24 heures ou 20 heures sans pouvoir dormir. Donc là, je rajoute toujours un repas parce que ça dure tellement longtemps que je rajoute un repas que je vais enlever quand il va changer de cycle. Parce que quand il va changer de cycle, il va se lever tard, puisqu'il travaille de nuit, il va se lever tard, mais il ne va pas se recoucher après tard puisqu'il va changer de cycle. Donc là, je lui renlève en fait le repas qu'il avait pris en plus au début de son cycle. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais. Comme ça, d'un point de vue calorique, ça revient au même. Je lui rajoute un repas quand il fait sa première nuit. Par contre, quand il termine sa dernière nuit, quand il va se lever tard, mais il va se coucher aussi plus tôt. Donc là, je lui renlève un repas. D'accord. Donc, ça équilibre en fait au niveau des repas. Et puis après, voilà, après, pour ceux qui peuvent, une petite sieste, même de 30 minutes, c'est toujours bien. Faire des micro-siestes, ça permet toujours de bien récupérer. Et puis après, si vous pouvez, franchement, changer de boulot, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus détraquant de faire 3-8. Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Hein. J'ai 44 ans, donc j'en ai eu fait des boulots. Et c'est quelque chose de très, très difficile. Je vous le dis honnêtement, ça vous nique vraiment l'organisme. Et si vous pouvez, à moyen ou long terme, changer de métier, faites-le parce que c'est vraiment pas top pour sa santé. Mhm. Donc voilà. Ouais, même sans parler des répercussions sur la vie sociale, surtout, hein, parce que ça va être difficile à gérer au quotidien quand même, j'imagine. Ouais, c'est clair. À toi, Anto. Reitano, Reitano. Allez, ça suffit maintenant. Arrêtez. Attends, t'as bugué. T'as bugué. Bah voilà. T'as fait tes conneries, t'as bugué. C'est bon? Ouais. Ah. Alors, on y va. Est-il vrai que la protéine d'œuf est meilleure que la whey? Et est-il nécessaire de prendre de la protéine de blanc d'œuf en version bio? Ah Ok. ah. Ah ah. Bonne question. Bon, bonne question. Mais alors déjà, quand vous prenez du blanc d'œuf séparé du jaune d'œuf, déjà vous déséquilibrez au niveau des acides aminés. Je vous rappelle que le blanc d'œuf et le jaune d'œuf ont des acides aminés complémentaires. Et c'est l'œuf entier, en fait, qui a un aminogramme exceptionnel et qui fait que c'est l'aminogramme de référence.
Quand vous prenez que du blanc d'œuf, l'aminogramme déjà d'une est moins complet. Donc déjà, c'est un peu moins cool. Et on a des études qu'on a remarqué que l'œuf entier était beaucoup plus anabolique que du blanc seul. Et en plus, je sais que vous allez me dire, oui, mais le jaune d'œuf, c'est gras, sauf que c'est un gras déjà d'une d'excellente qualité, avec beaucoup de vitamines, minéraux et d'oligo-éléments qu'on ne trouve nulle part, enfin, qu'on peut trouver, mais alors il faut prendre plusieurs aliments. Donc c'est un élément qui est tellement riche nutritionnellement, c'est tellement dommage de séparer le blanc du jaune, que je vois même plus vraiment l'intérêt en fait d'avoir du blanc d'œuf seul, sauf en fin de régime parce que vous devez réduire absolument vos lipides au minimum et encore ça se discute, et que vous voulez avoir un apport en protéines un peu supplémentaire avec du blanc d'œuf, pourquoi pas, mais dans la condition que vous gardez au moins 2 jaunes d'œuf. Voilà, parce que là, voilà, c'est vraiment pratico-pratique ce que je vous donne, donc c'est vraiment important. Ensuite pour la whey, eh ben, la whey au niveau digestibilité et aminogramme, c'est vraiment pas mal, même s'il y a aussi un petit déséquilibre au niveau des acides aminés, aussi dans la whey. Parce que je vous rappelle que la protéine de lait, dans sa globalité, ça reste la protéine totale de lait, hein, la caséine en fait. Et donc, il va manquer aussi quelques acides aminés importants. Alors, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est la glycine, j'en suis pas sûr du tout, je ne m'en rappelle plus. Donc, ça serait peut-être aussi important d'équilibrer un petit peu aussi. Voilà. Je t'en prie, tu as des choses à dire. Mais... Du coup, tu es plus whey que blanc d'œuf pour répondre. S'il y avait à choisir, ouais. Enfin, en fait, pour vous dire au-dessus, c'est vraiment l'œuf entier ou c'est au-dessus de tout. Mais si je devais choisir entre blanc d'œuf et whey, je partirais peut-être plus sur la whey quand même. Ok. Et si tu dois, il disait, si tu prends protéine de blanc d'œuf, tu la prends bio ou pas? Ou pas de Bah, ça, c'est différence? une question d'éthique. Après, le truc, c'est que le blanc d'œuf en soi, comme ça ne contient pas de graisse, ça n'a pas changé grand-chose. Je vous dis honnêtement, d'un point de vue qualitatif, ça n'a pas changé grand-chose, ni d'un point de vue aminogramme. Après, c'est une question d'éthique par rapport à l'élevage des poules, parce qu'on sait très bien que l'élevage bio et des poules qui sont dans des meilleures conditions sanitaires que des poules en batterie qui sont totalement inhumains et ça ne devrait même pas exister. Mais ça, c'est plus dans un truc philosophique, un rapport philosophique. Après, d'un point de vue qualitatif, je pense qu'il y a assez peu de différence en vrai. Sauf pour le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, là, il y a quand même une vraie différence de qualité, je pense. Là, je vais commencer par le plus facile. Sur le fait blanc d'œuf bio ou pas bio, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je choisirais quand même, en général, franchement, les marques qui font des protéines de blanc d'œuf, en général, elles mettent poulet élevé en plein air. C'est rarement. Il y a quand même toujours un petit gage de qualité dessus, donc c'est assez facile à choisir. Euh, Après, le problème de cette protéine, c'est qu'elle est souvent dégueulasse, la miscibilité est souvent horrible. Donc, c'est dur de trouver une bonne marque de qualité, premièrement. Après, pour dire entre protéines de blanc d'œuf et œuf entier, je suis absolument d'accord avec toi à 1000% que je privilégie à fond les œufs entiers bio avec le jaune que par rapport au blanc d'œuf de toutes sortes, c'est sûr. Par contre, si je dois choisir entre la protéine de blanc d'œuf et la whey, je choisis la protéine de blanc d'œuf. Ah oui, pourquoi? Ouais. Vas-y, ça m'intéresse. Alors, ouais, non, mais je savais qu'on allait. Cette question, elle est intéressante parce que je savais qu'on allait avoir un vrai débat sur. D'ailleurs, il faut qu'on fasse le podcast avec l'Atmar Oui, sur les absolument. produits Sur les laitiers. produits laitiers, ouais. Voilà, parce que c'est vraiment un sujet intéressant, notamment avec l'histoire du fromage la dernière fois. Mais c'est un vrai débat qu'on a. Tout ce qui est, c'est vrai que tout ce qui est lait, pour moi, c'est non. Après, la caséine, pour moi, c'est hors de question. La whey, si elle est isolate, la whey concentrate de basse qualité, c'est hors de question aussi. Si elle est isolate, bon, voilà, ça reste quand même la meilleure protéine de lait qui soit. Mais j'en suis pas fan, quoi qu'il arrive, à cause du fait que déjà, le lactose ne s'enlève jamais totalement, il reste toujours des traces. Bon, après, c'est des traces. Donc, voilà, on ne va pas chipoter sur ça, mais ça reste une protéine de lait. Et la protéine de lait, on a tendance, la whey quand même, en muscu, à en consommer des quantités assez importantes, même trop importantes parfois, je trouve. Mais moi, le premier à l'époque, hein, je précise que je dis ça après en avoir consommé énormément. Hein, je précise. Et voilà, niveau digestibilité, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles avec ça, qui sont ballonnés. La protéine de lait, c'est quelque chose de très difficilement digeste quand même. Et au niveau de l'impact sur la santé, sur le long terme et même le moyen terme,
Voilà, c'est pas top. Et sur les résultats physiques, c'est quand même pas ce qui est optimal si on veut pas, si on veut ne pas prendre de gras et optimiser vraiment son alimentation. Alors après, on va me traiter de nazi encore, mais voilà, Mais quand il arrive. pourquoi tu voudrais prendre du gras avec de la whey ou avec les produits laitiers? Je ne dis pas que tu vas prendre du gras directement, mais je dis que ce n'est pas l'optimal pour ça parce que la protéine de lait, elle va avoir tendance à élever énormément l'IGF-1. D'ailleurs, on l'a prouvé plus d'une fois qu'à l'époque, justement, on mélangeait maltodextrine ou sucre rapide après l'entraînement et whey. Et il y a plus d'une étude qui ont prouvé que la whey seule suffisait à augmenter l'insuline suffisamment haute après l'entraînement pour avoir cette récupération. Donc, quand tu consommes de la whey, le pic d'insuline est quand même important. Alors après, oui, on peut l'équilibrer avec. Grâce à en fait, c'est dû à la leucine. C'est l'acide aminé qui fait que ça stimule beaucoup l'insuline d'ailleurs. Donc, voilà, on peut l'équilibrer avec d'autres choses. On va me dire, oui, mais l'insuline, c'est avec, tu consommes ci ou ça. Voilà. Mais si je dois faire un choix, en fait, c'est si je dois faire un choix, eh ben, je privilégie la, l'alimentation solide et vraiment la whey isolate, je la mets en toute dernière. Donc là, je mets la protéine de blanc d'œuf avant parce que pour moi, elle n'a pas l'inconvénient sur la santé. Selon moi, hein, qu'aura la whey isolate. Voilà. Mais c'est selon moi, encore une fois, voilà, c'est mon avis, il est vraiment figé sur ça. Mais j'écoute, mais voilà, c'est selon moi. J'aimerais bien que tu me sortes tes études sur la dangerosité de la whey. Ben, la dangerosité, C'est pour ça que j'attends, parce que comme tu parles de santé, alors là, je suis curieux. Tu me trouveras ça. Oui, oui, non, mais tu m'as compris. La dangerosité, je ne parle pas de fumer un paquet de cigarettes ou de manger du fromage, tu vois, c'est pas aussi dangereux. Tu vois. Laisse-moi avec mon fromage tranquille. Mais au niveau de la santé, voilà, c'est pas le top. En fait, je reste dans cette configuration et cette idée vraiment figée que les produits laitiers, c'est non pour optimiser sa santé. Et les études, tu sais bien que tu vas me dire, il y en a plein contre, mais tu sais bien qu'il y en a plein pour. Donc, que ça soit la whey ou d'autres sources de lait, j'en trouverai plein, il y en a plein. Alors, Et il y a d'ailleurs des livres entiers sur ça. Il y a d'ailleurs des livres entiers sur ça. Alors justement, les livres entiers sur ça, et notamment Thierry Soucard, où il parle de lait, mensonge et propagande, en fait, il ne mettait pas dans le même panier tous les laits, en fait. Dans, tous les... Parce que, encore une fois, je pense que, et c'est là où on aura un vrai débat avec l'ATMA, ça va être super intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a lait et lait. Il y a le lait, on va dire, il y a le lait plus local avec un vrai paysan avec ses vaches qui va dans les champs, qui broute de l'herbe, entre guillemets, le lait pasteurisé ou c'est un lait cru ou quoi que ce soit, avec un lait fait par les grosses industries où le lait est encore une fois est passé en UHT en haute en, en température extrême et tu détruis tout. Et là, on parle presque même plus du même produit en fait. Et c'est vrai que par exemple Thierry Soucard qui parlait de ça, il expliquait que en fait c'est pas consommer un peu de lait qui pose problème, c'est plus la qualité du lait qui pose réellement un problème. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce débat parce que, encore une fois, on voit que la qualité d'un aliment a aussi un impact hyper important sur la santé. Donc, c'est un débat qu'on va avoir hyper intéressant avec l'ATMAR. Donc, on ne va pas spoiler trop le truc, mais on va se caler vraiment une date avec l'ATMAR pour qu'on puisse vraiment discuter de ça parce que lui, il est dans le contrôle qualité du lait au niveau européen en plus. Donc, c'est un truc qui va être passionnant à écouter. Et voilà, et même si on est un peu divergent là-dessus, parce que moi, j'ai changé d'opinion en fait avec le temps, parce qu'avant, j'étais un peu comme toi. Et c'est vrai, j'ai un regard qui est un peu différent maintenant par rapport au lait. Donc, c'est super passionnant j'ai hâte qu'on ait ce discours. Moi, je me ferai l'avocat du diable. Ouais, ouais, non, mais après, peut-être l'Atmar est moins catégorique sur ça que moi, et encore, après, et encore. Mais voilà, il y a ça, il y a le taux dans une dose de whey, le taux de calcium, il est énorme. Donc, voilà. Et voilà, ce qui me gêne vraiment avec la whey, en plus, c'est que c'est la facilité. Alors, je te dis pas, quand j'ai un client qui veut en prendre 20-30 grammes par jour, tu vois, on en met 20-30 grammes par jour. Mais franchement, tu le sais comme moi, en général, les gens dans le milieu, ils ne consomment pas 20-30 grammes par jour de whey. Il y en a qui sont faciles à 80-100 grammes de whey. Et donc, quand tu fais le calcul de tout,
Voilà, pour moi, bon. Voilà. Donc, encore une fois, la whey isolate, comme je l'ai dit d'ailleurs dans notre guide des compléments alimentaires, elle y est, la whey isolate. Hein. On dit que c'est la protéine, si on conseille une protéine en poudre de lait, ce serait celle-ci. Mais vraiment à petite dose, et pour moi, ce n'est pas l'optimal. Voilà. Mais bref, on aura un plus grand. Donc, c'est un sujet passionnant et hyper intéressant. On en parlera, ce sera génial. Voilà, on pourra en reparler. Bon. C'est à moi de parler, non? Ou c'est à toi? À toi. Question suivante. Ah, une question qui va être qui va susciter de polémique. Alors, c'est Aaron Lifter pardon, qui a posé cette question. Pourquoi autant d'hypocrisie dans le monde du fitness, que ce soit au niveau du dopage ou des programmes bidons? Bah, Bah, déjà, on peut dire que déjà le dopage, il faut bien vous dire une chose, hein, c'est quelque chose qui est totalement illégal en France. Donc, dès que vous commencez à parler de ça, déjà, bah, ça pose problème au niveau juridique. Hein. Et je suis bien parlé puisque que ma chérie, elle est avocate et en plus, c'est un domaine qu'elle connaît très, très bien. Hein. Donc, bah, déjà, c'est un problème juridique là-dessus. Et à partir du moment où vous commencez à parler de dopage et tout ce comme ça, forcément, ben, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là. C'est comme si demain, vous commenciez à parler de cocaïne et d'héroïne librement comme ça dans des vidéos. Vous voyez bien que ça poserait de problème. Ben, si vous voulez, les stéroïdes anabolisants, c'est considéré comme des stupéfiants aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas en parler librement, même si des fois on aimerait bien en parler, parce qu'il y a tellement d'idées reçues et de tabous et de conneries qu'on entend là-dessus, que ce soit en bien ou en mal, hein, que finalement, ben, les gens, ils font un peu tout et n'importe quoi, ils entendent les bruits de vestiaire pour ceux qui veulent passer de ce côté-là. Et du coup, ben, ils font un peu tout et n'importe quoi, même des coachs. Hein. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça, tu vois. Donc voilà, ben, pour le dopage, ben, voilà, c'est aussi problématique par ça. Et puis, le problème, c'est qu'à partir du moment que tu dis que tu te dopes, tout ce que tu vas faire derrière va être perçu pour une grande partie de la population. Ah oui, mais de toute façon, ils se dopent. Donc, à partir de là, même si toi, derrière, tu as un vrai travail de recherche, d'études, de machin, ce que tu veux, le fait de dire que tu te dopes va évincer tout ça. Et c'est dommage, en fait, parce que ça ne veut pas toujours tout dire. Quoi. Il y a des gens qui sont naturels et qui ont un savoir bidon et qui racontent des conneries. Et moi, je connais des personnes qui sont dopées, ou qui ont été dopées et qui ont une science qui est très élaborée, qui disent absolument pas de conneries. Et voilà, donc encore une fois, c'est comme les personnes qui ont des diplômes et qui n'ont pas de diplôme. C'est pas parce que vous avez un coach qui est ultra diplômé, qui a forcément la science infuse et qui ne dit pas de conneries. On le voit avec Cohen, Dr Cohen, qui est un médecin nutritionniste. Hein. Non, mais il faut dire ce qui est. Et pourtant, il dit des conneries. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui sont autodidactes, qui sont qui recherchent, qui expérimentent et qui n'ont pas de diplôme et qui ont un savoir qui est bien plus élevé qu'un médecin nutritionniste comme Cohen. Donc, encore une fois, voilà, tout n'est pas à prendre à la poubelle. Enfin, voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est pour ça aussi que voilà, il y a l'hypocrisie par rapport au dopage, ben, parce que c'est interdit et que ça ne donne pas forcément une belle image. je ne pense pas que ce soit vraiment de l'hypocrisie que de ne pas pouvoir dire la vérité, puisqu'on risque de. Enfin, je veux dire, on va pas. Quelqu'un il y a une différence entre quelqu'un qui dit je suis naturel alors qu'il est dopé et quelqu'un qui dit rien. Je veux dire, il ne va pas aller en prison, perdre tout ce qu'il a pour vous faire plaisir et pour vous dire la vérité alors qu'il risque gros. Enfin, Bien heureusement sûr. qu'ils ne le disent pas, surtout si la personne elle a un sponsor, elle fait des compètes, elle vit de ça, elle ne va pas vous dire ouais, bah, j'enfreins la loi. C'est complètement débile, personne ne le ferait. Et vous, les premiers, ceux qui posent cette question, vous ne le feriez pas non plus. Sinon, enfin, ou alors ça n'aurait pas de sens, quoi. Voilà. Moi, je peux raconter une petite histoire par rapport à ça. Lorsque je suis parti en Thaïlande, j'avais rencontré le docteur Tony Hughes. Je ne sais pas si tu connais. C'est Non. un ancien athlète sur Instagram. Donc, c'est un Américain qui est connu, qui a des centaines de milliers de followers et qui parle librement du dopage. Donc, il se montre carrément en train de se faire des injections. Il explique ses cures. Il rencontre plein de médecins, plein de pro IFBB et tout. Et donc, il parle vraiment librement de ça. Et d'ailleurs, c'est un ancien avocat. C'est un ancien avocat américain qui a tout arrêté pour faire ça. Et donc, je l'avais rencontré en Thaïlande, dans la même salle que lui. Et je m'étais dit, bah, tiens, ce serait super intéressant de faire une succession de vidéos avec ce mec, tu sais, et de l'interroger sur des sujets comme ça, parce qu'en France, personne n'en parle. Et plein de personnes se dopent, plein ont des problèmes. Il y en a plein qui
voilà, qui ont des soucis. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'éduquerait pas un peu les gens sur ça, dans la limite de ce qu'on peut faire, hein. On ne va pas montrer, voilà, mais pourquoi pas. Donc, j'avais préparé 2, 3 vidéos avec lui, qui d'ailleurs que j'ai toujours super intéressantes. Et quand on s'est renseigné avec l'Atmar pour pouvoir les publier, voir ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait rien faire. Tu vois, juste le fait de parler de ça comme ça en vidéo, ce qu'on voulait faire, ce n'était pas possible. Et les risques étaient gros, quoi. Donc, en fait, il faut comprendre que même juste de vouloir informer les gens sur ça, déjà, dans ce pays, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, en partant de là, imagine si tu dois dire ouais, bah, moi, je consomme des produits, je fais ci, je fais ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Tous ceux qui le font sur Internet, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein, tu sais, qu'on fait la comeback et tout, euh, le regrettent amèrement ou le regretteront amèrement. Parce que ça ne peut pas avoir du positif. Du positif, pardon. Ouais. Voilà. Après, il parlait aussi des programmes bidons. Alors, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Après, j'ai envie de vous dire, soyez vous aussi un minimum curieux de savoir ce qui se fait et tout, quoi. Parce que dans n'importe quel domaine, de toute façon, vous allez avoir des experts et puis des personnes qui seront moins expertes. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, Voilà. c'est à vous aussi de vous renseigner, d'être curieux et puis de choisir les bonnes personnes, j'ai envie de vous dire, quoi. C'est ça, tu peux aller dans un resto, le mec il est cuisinier depuis avant-hier, il n'a jamais cuisiné, c'est dégueulasse. Voilà, ça peut arriver de partout. Les programmes, c'est vrai que c'est un marché qui est facilement accessible maintenant avec Internet. Donc il y a plein de gens qui se disent chouette, je vais faire de l'argent. Mais franchement, je connais quand même très peu qui vendent des programmes bidons et qui durent longtemps, tu vois, et qui se Ouais. font réellement. Enfin, il y en a, mais voilà. Après, au pire, expérimentez. On a tous déjà fait des programmes bidons. Bon, bah, si vous voyez quelque chose qui est bidon, bah, partagez-le. Comme ça, tout le monde est au courant. Et puis, vous passez au suivant. C'est pas grave. On va pas s'amuser à dézinguer lui ou lui, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Comme tu dis, il y a de la merde partout. Voilà, il y a de la merde partout. Il y a de bon partout. Et puis, ce qui est bon pour un, l'autre peut-être le trouvera bidon. Voilà. Donc, question suivante. Yes. Allez. Euh, Ah, c'est parti. Dans le prochain podcast avec Chris, est-ce qu'il serait possible que vous abordiez le sujet du cycle circadien? Oui. Donc, abordons le cycle circadien. Peut-être déjà Définir ce que c'est, si tu peux mettre, le définir déjà. mettre Cristobal une rapide définition de ce que est le cycle circadien. Alors, tu vas me reprendre si je ne suis pas exact parce que Vas-y, chouchou. c'est un sujet que tu maîtriseras beaucoup mieux que moi. Donc, le cycle circadien, c'est le concept, on va dire le concept sur lequel tout notre corps répond à une horloge interne, on va dire. Une Et horloge biologique. une horloge biologique. Et que nos cellules elles-mêmes ont cette horloge biologique et ont donc un rythme pour éliminer, un rythme pour se reproduire et pour chaque chose. On a un rythme biologique interne pour chaque chose, voilà, pour se renouveler, pour éliminer. Le foie à ce rythme, enfin, vraiment tout notre corps a ce rythme. Et donc, le cycle circadien, eh bien, c'est ça, c'est ce qui définit ce rythme, cette horloge biologique interne. On appelle parfois horloge biologique interne. Voilà. Voilà. Après, je te laisse rentrer plus dans le détail. Ouais, c'est à peu près ça. Par exemple, votre cycle circadien, il se règle aussi par rapport au lever et au coucher du soleil. C'est pour ça que quand vous allez vous coucher, c'est très important, par exemple, de vraiment dormir dans un noir absolu. Comme ça, vous n'êtes pas susceptible d'être réveillé ou de perturber justement le cercle circadien. Donc ça, par exemple, c'est un truc assez basique, mais souvent, est-ce que quand vous dormez, vous êtes vraiment dans un noir absolu pour pouvoir vraiment dormir, récupérer, que vous ne soyez pas perturbé par une lumière ou du matin, si par exemple en ce moment, le soleil se lève très tôt, à 5 heures, je ne sais pas quelle heure. Donc si à 5 heures, vous êtes réveillé par la lumière, bon, peut-être vous allez manquer de sommeil, bref. Donc ça, voilà, déjà le jour et la nuit, déjà, c'est très important pour votre cycle circadien. Et au niveau de nutrition, par exemple, on peut aussi calquer sa nutrition sur le cycle circadien. Par exemple, on a remarqué que notre corps avait des aptitudes à consommer peut-être
plus de lipides le matin et le midi et plus de protéines et de glucides en fin de journée, après-midi et soir. Voilà. En plus, c'est marrant parce que ça va un peu à l'opposé de ce qu'on nous a dit pendant des années, comme quoi il fallait absolument pas manger des glucides après 16 heures et encore moins le soir. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ce serait même plutôt profitable de consommer plus de glucides à partir de 16 heures et au repas du soir. Voilà. Et le matin, plutôt réduire les glucides, toujours avoir une source de protéines à chaque repas, notamment pour avoir le signal de la leucine. Donc, avoir une source de protéines à chaque repas, mais peut-être plus privilégier les lipides, on va dire, au repas du matin et du midi, et plus les glucides l'après-midi et le soir. Voilà. C'est la chrononutrition qui s'appliquait un peu sur ça, je crois. Ouais, alors la chrononutrition, je ne connais pas super bien. Je ne connais pas les subtilités, excuse-moi, surtout de la chrononutrition. Mais je pense que c'est basé aussi un petit peu là-dessus, ouais. Pardon, il me semble que ça se basait pas mal sur ça. Ça a un peu disparu d'ailleurs, on n'en entend plus trop parler. Ouais, c'est vrai, c'est un phénomène de mode qui est un peu passé. Mais voilà, le cercle circadien, sans se prendre trop la tête avec ça, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de bénéfices à prendre des glucides dans la deuxième partie de journée que dans la première partie. Voilà. Donc ça, c'est un petit concept qu'on peut garder en tête et de ne pas culpabiliser quand on mange des glucides le soir ou à 4 heures. Au niveau du sommeil, du coup, alors tes conseils, c'est quoi par rapport à ça? Ben, on sait aujourd'hui que le sommeil, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour la perte de poids ou même pour la prise de masse musculaire. Hein. Aujourd'hui, on a vu que, par exemple, ben, pour la perte de poids, si à partir de la deuxième nuit d'un manque de sommeil, la perte de poids peut diminuer de 50%. Donc, c'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire qu'on a fait des études, on a pris un groupe de personnes qui dormaient 8 heures et un groupe de personnes qui dormaient 4 heures, avec un régime identique, avec vraiment les mêmes conditions. Et ben, dès la deuxième nuit, le groupe qui dormait que 4 heures avait une perte de gras diminuée de moitié. Donc, vous voyez vraiment que le sommeil est chose de vraiment important. Voilà. Pour la prise de masse musculaire, c'est pareil. Voilà. Le sommeil est vraiment important pour pouvoir lancer l'anabolisme, récupérer et ainsi de suite. Donc, le sommeil est un facteur primordial en fait dans la réalisation de vos objectifs et aussi pour réguler le stress et ainsi de suite. Et tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que tu le sais, pendant des années, j'ai vécu de nuit. Ouais. Un rythme complètement décalé. Ouais. À 6 heures du matin, levé à 13 heures, 14 heures. Et j'ai changé de rythme il y a quelques mois complètement. Donc maintenant, je vis sur un rythme normal. Et pour être très honnête, en termes d'énergie, je n'ai pas senti de différence. Après, je pense que déjà, tu avais le fait de te coucher tard tous les soirs, en fait, tu avais réglé ton organisme à faire ça, tu vois. Donc on est d'accord qu'au bout d'un moment, au final, ça s'adapte, tu t'adaptes. Il s'adapte. Alors, est-ce que c'est optimal? Je ne sais pas, par contre, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce que n'oublie pas que tu es jeune. Et quand tu es jeune, tu as moins d'impact, si tu veux, sur la santé que quand tu dépasses les 25 ans, par exemple. Ouais. On sait aujourd'hui que à partir de 25 ans, ton hygiène alimentaire, ton rythme de vie n'a plus du tout le même impact sur ta santé. D'accord. Tu vois, donc quand tu es jeune, tu peux te permettre de plein de choses. D'ailleurs, tu vois des jeunes qui sortent tous les week-ends en boîte, after, nuit blanche, qui récupèrent très très bien. Et ben, quand tu passes la trentaine, tu vois que tu récupères beaucoup moins bien de ce genre de week-end, tu vois. Donc je pense que ça aussi, ça doit y jouer. Tu vois. Ouais, parce qu'on m'a dit pendant des années, tu verras quand tu vas changer de rythme, ta progression, la forme et tout ça, tout ira mieux. Mais hormis le fait, bien sûr, que vivre le jour pour la vie sociale et puis voilà, pour faire tout ce qu'il y a à faire, bon, c'est 1000 fois mieux, surtout quand tu gères une société. C'est beaucoup plus intelligent. De toute façon, j'avais plus le choix. Mais sur le reste, honnêtement, il n'y a pas de, tu vois, je ne vois pas de différence. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de différence pour moi. Ah, c'est beau la jeunesse. Ouais, voilà. Mais j'ai plus 25 ans, c'est fini. Donc, j'ai bien fait de changer. C'est fini. Donc voilà. Question suivante ou pas? Vas-y, encore une, ouais. Ah, c'est à moi alors. Ah oui, c'est à toi, j'ai pris le succès. Non, c'est à moi. Quel matos pour un home gym? Ah, super intéressant. Alors, pour faire une salle chez soi, quel matos il faut avoir? Et moi, je vais rajouter quelque chose avec le moins d'argent possible. Parce que le but, il est là, c'est comment se faire un home gym, on va dire, optimal avec un budget le plus serré possible. Quels sont les incontournables pour avoir un home gym?
Alors vas-y, parce que moi j'en ai eu un quand de 14 ans jusqu'à 18 ans. Je me suis entraîné pendant 4 ans chez moi, dans ma chambre, avec du matos. C'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Et parce que je voulais m'entraîner à partir de 15 ans dans une salle. Et à mon époque, c'était interdit. Il fallait être majeur pour pouvoir s'entraîner dans une salle de muscu. Donc vas-y, dis-moi ton avis. Quels seraient les incontournables d'une salle chez soi? 2 chaises, 4 quarts et un autre truc. T'es taquin, t'es taquin. Non, alors, donc, une paire d'haltères modulables, c'est-à-dire où on peut ajouter et enlever du poids. Une paire d'haltères, un banc, là, inclinable, déclinable, si on peut. Qu'est-ce que je rajouterais? Je rajouterais, alors là, avec le moins d'argent possible, je rajouterais une grande barre droite, tant qu'à faire, et puis un rack. Voilà, la base de la base, ce serait vraiment ça. Et puis un rack. Après, le poids, bon, bah, on peut acheter au fur et à mesure de sa progression. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de clients, j'en ai beaucoup quand même qui s'entraînent chez eux. Donc, on adapte le programme à chaque fois en fonction. C'est vrai qu'avoir une poulie aussi, c'est quand même bien. Si on peut avoir une poulie haute, une poulie basse, c'est bien pour tout ce qui est. Parce que le travail du dos avec juste haltère et barre, bon, ça peut être assez limité, limitant. Donc, c'est quand même bien d'avoir une poulie haute, poulie basse. Mais voilà, après, une fois qu'on a ça, bon, le reste, c'est du. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment pas mal ce que tu as dit là. C'est très très bien. Ouais. Alors moi, c'est pas un rack que je prendrais. Je prendrais un truc qui est encore plus pratique. C'est juste des pieds qui se règlent en hauteur pour poser la barre. Tu sais, en force athlétique, c'est ce qu'ils ont. Ils ont juste des Mmh. pieds qui se modulent en hauteur pour poser la barre. Ouais, Parce que du coup, avec ça, tu peux faire ou développé couché ou du squat. Tu as juste à régler la hauteur du truc, tu vois. ouais, ouais, tu peux tout faire. Ouais. Voilà. Pareil, un banc inclinable, pareil, une paire d'haltères, pareil, avec modulable. Et puis, oui, je prendrais aussi une poulie. Alors, je sais que Technogym, ils font ça. C'est vraiment une tour simple où tu peux régler la poulie en hauteur. Comme Ouais, ça, là, tu peux mettre en haut ou en bas. Et là, franchement, si déjà vous avez juste ça, franchement, vous êtes le roi du monde. Vous pouvez quasiment tout faire. oui, oui, c'est déjà très bien, hein, Ouais. effectivement. Après, quoi qu'il arrive, ça reste quand même un petit investissement de départ parce que la poulie, je pense, ça va coûter assez cher. J'ai pas La trop poulie, d'idée de. ouais, même d'occasion, je pense qu'il faut compter quasiment 1000 euros. Ouais. Ouais, j'ai pas trop d'ordre d'idée, moi. J'ai pas de Donc, matos. je pense qu'entre 1000 et 2000 euros, 2000 euros, vous avez un truc franchement chiadé. Et après, voilà, vous pouvez commencer même à 500 euros si vous avez déjà un rack ou deux pieds avec une barre, un banc et des poids. Après, ce qui coûte le plus cher, c'est le poids parce que le prix au kilo, ça coûte cher. Déjà, voilà, même pour 500 euros, vous pouvez déjà démarrer avec un truc plutôt sympa, tu vois. Après, les poulies, ça dépend de sa force aussi, puisque tu as à Decathlon, des fois, ils en font des appareils là où tu as un peu tout. Tu as la poulie haute, Ouais, la poulie basse. c'est rarement bien quand même. Ouais, ça reste du matos, ça branlicote un peu, quoi. Ouais, ouais, c'est pas. Quand tu es vraiment débutant, ça va, mais alors au bout de 3 mois, c'est fini, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, bah écoute, super, hein. Bon, impeccable. On a dépassé le temps. Je crois ouais, c'est bon, on est dans la demi-heure là, donc c'est bon. À 2 heures. Ok. Bon, ben, on arrête là, impeccable. Super. Merci à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire pour les prochains podcasts. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Chris. Et Et rendez-vous à la semaine prochaine. c'est ça. À plus, bye bye. Ciao.